Un, 2, 2. Il passe l'affaire, toi, Catherine Lara. C'est roule le guisage comme ça. Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous avoir pour cette séquence sur la gazification hydrothermale. Donc, une séquence qui sera portée à 3 voix. Je laisse Anthony se présenter. Anthony Kéruel, donc je suis l'heureux dirigeant d'S3D Ingénierie, que je présenterai par la suite. Bonjour à tous, Sébastien Quénard, ingénieur en recherche et développement au CEA, Commissariat d'énergie atomique et aux énergies alternatives, du CEA de Grenoble. Et donc, Étienne Philippe, je travaille à la direction de la stratégie de GRDF sur les nouvelles filières de production de gaz renouvelables et bas carbone, dont la gazéification hydrothermale fait partie. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est une séquence donc 3 fois 15 minutes. On va commencer par S3D, qui va nous parler donc, du retour d'expérience d'une étude qui a été menée, une étude de gisement en région sud PACA. Ensuite, ça permettra d'illustrer, c'est une étude typiquement où GRDF a contribué. Je vous présenterai plus spécifiquement un peu la chaîne technique de la gazification hydrothermale, des résultats d'un programme de R&D qu'on a commencé il y a déjà plus de 2 ans qui s'appelle Gaziver. Donc je vais présenter les résultats de la phase 1. Et puis ça permettra d'embrayer sur la phase 2 et sur le concret, ce qui se passe dans les labos au CEA, sur les équipements qui sont livrés, les équipements qui vont être livrés et puis les premiers résultats sur des bouts d'épuration. Voilà, et on laissera 15 minutes à la fin donc, pour tout ce qui est questions. Voilà, donc il faudra prendre un peu son mal en patience, mais ça permet de faire tout le fil rouge jusqu'à ce qu'on puisse répondre à toutes vos questions. C'est parti ? C'est parti. Donc, comme je vous disais, je suis Anthony Kéruel, le directeur général d'S3D Ingénierie, donc, qui est un bureau d'études spécialisé dans la valorisation énergétique des déchets, qui a été que j'ai co-créé en 2007, qui aujourd'hui est composé de 30 personnes. Donc, le siège est à Nantes. Il y a 2 personnes à Lyon, une personne à Toulouse, une personne à Paris, une personne à Barcelone. Et donc, du coup, on est une filiale du groupe Keran depuis 2018, donc un groupe d'ingénierie qui compte 750 collaborateurs. Donc, nous, S3D, depuis 2007, on travaille sur les sujets qui visent à valoriser en énergie les déchets, qu'ils soient solides ou liquides, donc au travers différentes technologies. La méthanisation, bien sûr, qui nous a porté dès 2008 via des incitations politique, la gazéification et la pyrolyse, donc de déchets de CSR, qui est en développement également sur le territoire français mais à l'étranger. Tout ce qui est carburant alternatif, donc biodiesel, station GNV et production aussi d'hydrogène, et également du coup toute la partie performance énergétique. Et enfin, la stratégie où on accompagne les grosses industries dans le changement de paradigme, donc passer du fossile aux énergies alternatives. Voilà, donc ça c'est notre activité. Slide suivante. Donc on accompagne les projets grâce à une autre filiale aussi du groupe SCE, de l'idée jusqu'à la réalisation des projets. Donc en étude de gisement, donc c'est ce dont on va parler juste après. Faisabilité, donc c'est étudier différents scénarios et après derrière on passe en phase AMO, on va choisir les technologies, consulter et on va accompagner la construction en maîtrise d'œuvre jusqu'à la réception des ouvrages. Slide suivante. Donc voilà, donc on a eu la chance de répondre à un appel d'offres public qui a été soumis il y a 1 an et demi donc auprès des bureaux d'études. Donc le financement Région Sud, PACA, GRDF, GRT Gaz et l'ADEME. Et donc l'intitulé de cet appel d'offres public était le suivant. Enfin, j'ai un peu résumé parce que la slide était trop petite, mais voilà, c'était d'étudier le potentiel de développement de la gazification hydrothermale en région PACA. Et donc du coup, cette étude a consisté à étudier les différents gisements de déchets adressables à cette nouvelle filière de gazification hydrothermale. Donc on a été
sur le terrain, rencontrer différentes industries génératrices de déchets et qui ne trouvaient pas d'exutoire sur des procédés de méthanisation, par exemple, donc qui étaient un peu dépourvus et qui n'avaient que d'autres choix de faire incinérer ou de payer très cher l'export des déchets, donc sur de la longue distance. Voilà, ce qu'on a pu effectivement se rendre compte, c'est que du coup la région sud est très moteur justement dans la recherche d'alternatives, parce que du coup elle ne peut pas compter sur la méthanisation, parce qu'il n'y a pas de déchets organiques comme il pourrait y en avoir, en Bretagne. Il y a très peu d'élevage et pas beaucoup d'industrie agroalimentaire. Et pourtant, il génère bon nombre d'effluents et de déchets qu'on va voir par la suite. Donc je disais, voilà, une contrainte locale, pas d'épandage possible. Donc comme il n'y a pas de culture, si il y a de la culture, il y a du blé, mais voilà, il y a une vraie opposition dans le sud à utiliser les terres sur l'épandage de bouts de steppe, d'effluents un peu difficiles. Donc voilà, donc l'objectif, identifier les gisements pour la gasification hydrothermale, quantifier et qualifier les gisements réellement mobilisables, donc ceux qui ont des difficultés au niveau exutoire, et estimer le pouvoir énergétique de ces gisements lorsqu'ils seraient valorisés en gasification hydrothermale. Donc voilà les conclusions. Donc en fait, on a pu s'apercevoir qu'il y a une vraie complémentarité par rapport à la méthanisation. Donc voilà les gisements qu'on a identifiés. Les bouts de steppe et les digestats de bouts de steppe. Donc il faut savoir que dans la région PACA, les bouts de steppe et les digestats de bouts de steppe sont exportés hors du territoire. Enfin, il y a très peu de possibilités d'épandage et ils sont du coup incinérés à 200-300 km, un petit peu compostés à très longue distance également. Donc ça coûte très très cher à la collectivité. On s'est aperçu qu'il y avait des difficultés de valoriser les concentrats de son enfouissement. C'est tout ce qui est de l'ixivia de son enfouissement. Vu que la région est très peuplée, elle génère des déchets qui vont à l'enfouissement. Et du coup, la gestion des cendres d'enfouissement génère des lixivia. Donc ça coûte très très cher à traiter. Les déchets d'industrie chimique, donc autour de l'étang de Berre, il y a beaucoup d'industries chimiques qui génèrent des effluents qui ne peuvent pas aller en méthanisation ou autre, et qui sont incinérés. Donc autant dire éliminés. Et donc ça coûte très cher aux industriels. Donc c'est un des gros potentiels. Des déchets industrie agroalimentaire, où il y a des drèches de l'industrie pharmaceutique, des parfumeries par exemple. Donc là, on étudie ça en ce moment. Voilà. Et donc les digestats de méthanisation, parce qu'en fait, il y a de la méthanisation sur fraction fermentée cible d'ordures ménagères. Donc issu d'un tri mécanobiologique, on récupère une fraction organique, mais qui contient encore du plastique. On fait de la méthanisation de ça, et derrière, on produit un digestat que personne ne veut, parce que ça contient du plastique. Voilà, donc potentiel de valoriser ça en GHT. Donc tout ça pour vous dire que si on regarde la carte, il y a des zones où il y a une forte concentration justement en ces gisements, qui génèrent du coup un fort potentiel de production de gaz renouvelable, notamment du biométhane, via la gasification hydrothermale. Donc on estime un potentiel de 470 gigawattheures par an produits à partir de la GHT en région, donc c'est surtout la région. Et du coup, il y a vraiment une pluralité des gisements, ce qui permet aussi d'éviter des problématiques de saisonnalité. Donc, si on traite différents gisements, on s'abstient justement ces problématiques de saisonnalité. Donc il y a un vrai potentiel en région PACA. Donc voilà ce qu'on peut dire. Slide suivante. Donc cette étude a été rendue publique auprès de nos donneurs d'ordre. Enfin, et ce qui est intéressant, c'est qu'après sur le terrain, il y a émergé il y a des projets qui ont émergé, pardon. Et notamment donc la steppe de Mandelieu, l'Annapoule, donc c'est à Cannes, une station d'épuration qui a à peu près une capacité de 254 milliers équivalents habitants. Donc la problématique, les bouts de steppe sont exportés hors du territoire, ça coûte très cher à la collectivité, et nous ont demandé d'étudier la faisabilité d'investir dans une unité de gasification hydrothermale. Et voilà, du coup, l'étude est en cours. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un vrai intérêt des politiques de s'emparer de ce sujet. Donc voilà, on espère voir le jour d'un futur démonstrateur. Je ne vous en dis pas plus, ça reste confidentiel pour l'instant. Mais voilà, il y a des choses très très positives. Ça, tu honte.
Donc je passe la main à mon collègue Étienne Philippe. Merci Anthony. Plein écran, super. Donc là, vous avez vu typiquement le cas d'un territoire et même d'une collectivité qui s'intéresse de près à la gazification hydrothermale. Si on regarde un petit peu la feuille de route, voilà, là on est un peu à une étape pour l'instant où on est à l'échelle de premières études nationales, de gisements, de faisabilité technico-économique. Il y a également quelques prototypes en France et en Europe, typiquement le CEA, hein, ils ont un prototype de 10 kg/h sur lequel il y a des essais qui sont réalisés. La R&D qui est nécessaire aujourd'hui, elle va mener dans les prochaines années, hein, horizon 2025-2026, à des premiers pilotes un peu plus conséquents. Le but étant d'avoir une industrialisation de la filière après 2026. Et on estime qu'on a un potentiel atteignable de 2 TWh dès 2030 de méthane produit et de 50 TWh à horizon 2050. Donc c'est assez conséquent et ça bénéficie à verdir hein, le gaz que l'on consomme. Comment s'insère le programme de R&D de GRDF en partenariat avec le CEA, donc sobrement intitulé Gaz-Hiver. Il s'insère justement dans cette première phase. Hein. En fait, on a démarré dès 2021 avec la phase 1. L'idée étant avait été de valider un peu la preuve de concept, la preuve de principe, de se lancer sur cette filière-là, avec des premières expériences expérimentales que je vais vous présenter, et puis une première approche technico-économique pour voilà, avoir une intuition de qu'est-ce que pourrait donner cette filière dans la production de gaz injectable dans les réseaux. Et on est désormais en plein milieu de la phase 2, Gaz-Hiver 2, donc qui court sur 2023 jusqu'à 2024, et on va avoir le gros des résultats. Hein. C'est vraiment la suite de Gaz-Hiver 1, où on s'est notamment spécialisé sur les bouts de stations d'épuration, qui nous paraissaient être l'intrant le plus pertinent à court terme, hein, du fait des problématiques déjà évoquées par Anthony. Et donc c'est Sébastien qui présentera voilà, tous les équipements qui ont été déployés sur cette phase 2 et qui sont en cours d'essai. Peut-être prendre un peu de temps pour rappeler comment fonctionne la gazification hydrothermale. Bon, là, c'est une vision très simplifiée, mais vous avez toutes les bases en 10 secondes. Donc, pour faire simple, hein, grosso modo, on traite de la matière organique humide. Alors, soit elle est déjà chargée en eau, mais on peut aussi broyer de la matière sèche, hein, du bois, du plastique, finement, et le mélanger à de l'eau, ça revient au même. Généralement, on vise à peu près 20% de matière sèche, et c'est bien l'eau qui va convertir cette matière organique sèche en gaz. Et on opère dans des conditions haute température et haute pression, entre 400 et 700 degrés Celsius et 300 bars. Hein. Donc pour simplifier, c'est comme une cocotte minute, voilà, où vous allez avoir 3 phases qui vont être produites en sortie de réaction. Une phase gazeuse, ce qu'on recherche, donc qui va être composée de méthane, d'hydrogène, hydrocarbures légers et puis de CO2. L'eau usée, donc en fait quasiment toute l'eau est récupérée en sortie de processus, donc c'est une vraie force du procédé, c'est que l'eau elle agit comme réactif solvant, mais elle est très peu consommée, hein. Il y a une toute petite partie qui finit dans les gaz, on récupère quasiment toute l'eau qui était présente dans l'intrant en sortie. Et puis toute la partie inorganique, les sels, les métaux, les minéraux vont être séparés et on les récupère aussi, et il y a des voies de valorisation qui sont possibles. Dans une vision un peu plus détaillée, voilà un peu la chaîne technique. Comment fonctionne la gazification hydrothermale. Vous voyez qu'il y a 2 voies qui existent, hein, en jaune et en bleu, donc la voie de température et la voie catalytique. Hein, la voie catalytique opère plutôt dans la plage basse de température, et haute température, comme son nom l'indique, on est plutôt entre 500, 600 jusqu'à 700 degrés Celsius. Il y a des étapes qui sont communes. Hein. Tout d'abord, il faut préparer l'intrant. Donc voilà, en fonction de l'intrant, il faut ajuster la quantité d'eau. Éventuellement, il y a des étapes de tamisage, de broyage qui peuvent être nécessaires. Ensuite, il y a une étape où on va porter cet intrant-là dans des conditions proches du point critique, donc proches des conditions où l'eau va être dans des conditions supercritiques. Ça permet de faire précipiter les sels, donc toutes les parties inorganiques. Là, c'est l'étape où on essaie de les récupérer au maximum en essayant de limiter la conversion de l'intrant en gaz. Hein. Donc c'est une étape préliminaire. Éventuellement, il peut y avoir une séparation plus poussée du soufre qui est nécessaire à ce moment-là, notamment pour la voie catalytique, parce que les catalyseurs sont sensibles à ces impuretés. Donc c'est une étape qui est spécifique à cette voie-là. Ensuite, la gazification hydrothermale se fait. Hein, c'est là où on est dans les bonnes conditions de température et de pression. Et c'est là que la matière se convertit en gaz en l'espace de quelques minutes. Vient ensuite une étape de séparation de la phase gazeuse et de la phase liquide. Là, on va récupérer de l'eau donc assez riche en ammonium. L'azote reste grosso modo, hein, dans l'eau, et donc on la retrouve ici.
dans le cas d'une gazéification haute température, on peut avoir un peu plus d'hydrogène que dans le cas d'une gazéification catalytique, ce qui peut mener parfois à faire une étape de méthanation. On va chercher à combiner cet hydrogène avec une molécule carbonée comme du CO ou du CO2 pour enrichir la part en méthane. Ensuite, on a le gaz qui est quasiment prêt pour injection. On sépare les gaz énergétiques qui nous intéressent, donc méthane, hydrocarbures légers, typiquement. Et puis le CO2, lui, est donc épuré et peut potentiellement être valorisé. Hein, il est très pur à ce moment-là. Et donc, on arrive à l'injection réseau ou l'usage du gaz, quel qu'il soit. Et donc, dans le cadre du projet Gaziver, on travaille sur une technologie haute température. Hein, c'est là-dessus que le CEA a bâti toute son expertise. Et c'est donc les pilotes qui sont disponibles à Grenoble sont de ce type-là. On peut peut-être passer. Donc voilà, dans Gaziver 1, on a testé 2 types d'intrants. Donc des bouts de stations d'épuration digérées qui étaient juste à côté, hein, à l'Aquapole, donc la station d'épuration à Grenoble, qui nous a donc gentiment fourni des seaux de boue déjà un peu concentrés. Hein, donc comme vous le voyez, on avait 25% de matière sèche. Et puis on est également allé chercher des bouts de dragage qui ont été cherchés, fournis par le port du bassin d'Arcachon. Donc matière assez minérale, hein, mais qui contient de la matière organique. Et vous voyez, hein, on a 50% de matière sèche. Dans les 2 cas, la quantité d'eau a été ajustée par une dilution. Et cette étape de préparation, elle dépend vraiment de l'intrant. Donc on est allé cibler à peu près 20% de matière sèche. Mais si on rentre un peu plus dans le détail, la matière sèche elle-même, donc elle contient une fraction organique qui, elle, est énergétique, qu'on cherche à maximiser, et puis une partie inorganique qui doit être séparée dans la mesure du possible. Et là, c'est assez frappant, hein, entre une boue d'épuration et puis une boue de dragage, la fraction inorganique n'a rien à voir. Dans un cas, on a à peu près un quart d'inorganique, dans l'autre cas, c'est 90%. Et ça se traduit directement par une grosse différence sur l'énergie, par quantité de matière sèche, l'énergie qu'on peut tirer en fait, de cette matière. Là, c'est l'énergie chimique de l'intrant. Vous voyez qu'il y a un facteur 10 entre la boue de steppe et la boue de dragage. Et donc, ça prévisage un peu de la suite de ce que je vais vous montrer, où le rendement énergétique n'est pas le même entre ces 2 matières. Et il y a un pré-traitement qui sera nécessaire sur des bouts de dragage si on voulait les valoriser en gazéification hydrothermale. Donc justement, ces 2 intrants-là ont été testés sur le réacteur batch du CEA, dans des conditions super critiques. L'idée derrière, c'était de pouvoir analyser les gaz sortants et de pouvoir avoir une modélisation du rendement énergétique net. Notamment, nous, ce qui nous intéresse, c'est les gaz injectables, donc notamment la partie méthane. A été prise en compte l'intégration thermique, donc les gaz qui seraient autoconsommés, parce qu'on a besoin de faire cycler la chaleur. Et le complément de chaleur restant doit être fourni soit par une autoconsommation du gaz produit. On sacrifie une partie du gaz pour être au bon niveau de température, ou éventuellement on peut apporter de la température externe. Donc on a pris ça en compte. Donc le rendement n'est pas... Il est plutôt conservateur ici. Et au dénominateur, je veux dire, on prend aussi en compte les consommables électriques. Il y a quand même des auxiliaires à faire fonctionner. Donc dans la modélisation, ça a été bien pris en compte. Et donc ce que vous avez ici, c'est pour différents intrants, donc les différentes lignes rouges très plein ou pointillés, c'est des intrants avec une quantité de matière organique de plus en plus riche au fur et à mesure qu'on monte. Et vous avez donc le rendement à la verticale, le rendement net de méthane produit. Et à l'horizontale, c'est le taux de recyclage de la chaleur. Donc c'est une étape qui est extrêmement importante. Il faut apporter de la chaleur à l'intrant pour le chauffer. Cette chaleur, elle est nécessaire pour être en conditions supercritiques. Et il faut la recycler des produits sortants, notamment la phase aqueuse qui est chargée en calories. Il faut pouvoir recycler ces calories-là. Une gamme de faisabilité technique assez raisonnable, voilà, c'est autour de 70-75%. Par exemple, Treatec indique avoir atteint des taux de l'ordre de 85% de recyclage chaleur. Le reste, il faut l'apporter en autoconsommation. Donc forcément, plus le taux de recyclage décroît, plus le rendement s'écroule. Mais indépendamment de ça, si de base, il y avait peu d'énergie qui était produite, le rendement il peut carrément être négatif. C'est le cas typiquement pour les bouts de dragage. Vous voyez qu'on est sur des valeurs très négatives. Quand bien même on cycle la chaleur, en fait, on n'a pas de tout assez de gaz pour apporter le complément nécessaire. De l'autre côté, par contre, pour les bouts de dragage, on a des résultats qui sont très satisfaisants, avec des rendements qui peuvent atteindre 40-50% ici, en théorie. Et donc, c'est ce qui nous a mené à poursuivre le projet. On s'est dit que ces entrants-là étaient des bonnes candidates pour aller plus loin avec Gaziver 2.
au-delà de cette partie un peu technique, il y a aussi une modélisation technico-économique qui a été faite. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de recalculer ça, de plutôt vous donner des ordres de grandeur. Hein. Ce n'est pas des valeurs ancrées dans le marbre. C'est plus pour vous donner une idée de comment fonctionne l'économique d'un projet de gazification hydrothermale. Et en fait, on ne peut pas dissocier le double service rendu qui est de produire de l'énergie, certes, mais aussi traiter un déchet qui, du coup, est éliminé. Et donc, il y a des coûts évités qui rentrent en ligne de mire. Et ce que vous avez là, c'est différentes courbes d'équilibre économique entre cette composante coût du déchet versus coût du gaz produit. Donc, à l'horizontale, c'est le coût actualisé du gaz sur 20 ans, sur un projet donné. Et à la verticale, c'est le coût de traitement du déchet. Typiquement, s'il n'y a pas de redevance qui est liée au déchet, donc imaginons on ne touche pas d'argent lié au coût du déchet, on va avoir, pour équilibrer le projet, un coût du gaz qui est assez élevé. On va être peut-être à 150-200 € le mégawattheure. Mais en réalité, parce qu'on peut valoriser économiquement ce service rendu, on peut remonter sur les courbes. Par exemple, imaginons que on est à 50 ou 100 € la tonne de matière brute traitée. Pour atteindre l'équilibre, on peut se permettre de vendre le gaz dans des fourchettes de coûts qui sont assez intéressantes, proches de ce qu'on voit par exemple pour la méthanisation. Bien sûr, hein, c'est compliqué d'être compétitif avec la référence fossile. Quoique, avec des intrants qui sont très énergétiques, par exemple des monomères issus de la chimie, des effluents industriels très riches en carbone, en fait, les courbes sont un peu différentes et on peut presque être compétitif avec cette énergie fossile. Donc ça vous donne un peu, ça permet un peu de palper, ça vous donne un peu une idée de... Ouais. Là, effectivement, c'est pour des bouts. J'ai estimé une installation d'à peu près 2 tonnes de matière brute par heure sur 20 ans. Bout de step, c'est ça. Et comme je le précise bien, c'est une analyse économique indicative. Dans tous les cas, elle doit être affinée et puis précisée pour un projet donné en fonction de la nature des intrants, des volumes. Les capex aussi peuvent varier en fonction des producteurs, enfin des fournisseurs d'équipements. Et puis il y a toute la composante de coûts évités et de valorisation possible des coproduits que je n'ai pas prise en compte ici. Hein. C'est vraiment à titre indicatif. Sans parler des potentielles subventions sur les capex par exemple qui peuvent abaisser le coût. Hein. Grosso modo, une subvention, ça fait que toutes les courbes elles descendent vers le bas. Donc ça améliore l'économicité du projet. Voilà, donc avant de faire la transition pour Gazivert 2, justement pour la faire, je reprends un peu cette chaîne technique et on peut un peu... En fait, ce qu'on a voulu faire, c'était vraiment adresser les verrous techniques qui étaient nécessaires au bon fonctionnement de la chaîne. Ce qu'on peut catégoriser dans les verrous, les enjeux primaires, hein, qui sont vraiment cruciaux pour que tout fonctionne. Parmi ça, on peut avoir la préparation de l'intrant. Il faut avoir un intrant qui soit compatible avec l'installation de gazification hydrothermale. Grosso modo, c'est quelque chose qui se fait plutôt en amont, éventuellement sur site, mais c'est des technologies qui sont matures, maîtrisées, donc ce n'était pas trop le but de la R&D ici. En revanche, pouvoir injecter cette ressource à très haute pression, 300 bars en continu, ça c'était un vrai enjeu technique à lever, qu'on a voulu adresser justement dans le cadre de Gazivert. Le traitement du soufre que j'avais évoqué, ça s'applique, mais plutôt pour la voie catalytique de conversion. Étant donné qu'on était sur un pilote haute température, ça ne nous a pas paru essentiel dans le cadre de Gazivert 2. Ensuite, il y a le cœur du procédé, hein, la conception du réacteur de sel. D'abord, la partie séparation de sel pour éviter l'encrassement. Enjeu vraiment majeur pour la filière et donc qui a été adressé dans le programme. Et puis le réacteur de gazification hydrothermale, il y a tous les aspects de tenue mécanique, de corrosion, de transfert de chaleur et d'intégration thermique qui sont à prendre en compte. Et surtout la compréhension de ce qui se passe, parce qu'on est dans des conditions supercritiques, donc il faut comprendre la cinétique chimique pour pouvoir optimiser la production de gaz. Et ensuite, il y a tout ce qui est enjeux secondaires. Donc, c'est des enjeux qui sont importants à adresser, mais qui ne sont pas critiques au fonctionnement de la filière, dans le cadre d'un pilote, d'un démonstrateur, mais par contre qui peuvent améliorer l'économicité d'un projet. Donc, tout ce qui est valorisation des coproduits, que ce soit les sels, l'eau résiduelle, le CO2, ça, c'est des choses qui sont importantes à intégrer dans une réflexion sur un projet concret. Et puis, les enjeux, en fait, comme on est en fin de process, on est sur un gaz et de l'eau à haute pression. Il y a des enjeux de pouvoir essayer d'avoir des briques qui sont compatibles avec cette haute pression pour éviter de faire le yo-yo, par exemple, si on veut injecter dans le réseau de transport. Ça vaut le coup d'avoir des briques qui sont compatibles avec ces gammes de pression-là, pour la méthanation ou l'épuration notamment. Nous, dans le cadre d'un réseau de distribution, à la fin, on injecte dans un réseau 10 bars, donc on peut se permettre de sacrifier cette pression et les briques existent sans souci. Hein. C'est ce qu'on voit déjà pour la méthanisation, par exemple, la séparation membranaire. On peut passer à la slide suivante. Et voilà, juste pour finir, donc pour vous rappeler que GRDF, nous, on est vraiment présent sur tout le territoire et on prend vraiment à cœur de pouvoir accompagner les collectivités, les syndicats de traitement de déchets et les industriels qui font face à ces problématiques de gestion de leurs effluents, de leurs boues.
Et donc au-delà de cette R&D qu'on fait avec le CEA, on est aussi impliqué dans différentes études. Donc, comme Anthony a pu le présenter sur la région Sud-PACA ou à Cannes, mais aussi par exemple à Granville avec le SMAG, et puis à d'autres endroits en France. Et c'est que le début, hein, on espère aller encore plus loin. On a choisi la boue d'épuration parce que c'était un intrant qui était prioritaire à court terme. Hein. Par exemple, les agriculteurs bio, ils ne veulent pas qu'on épande ces boues. Il y a le décret socle commun qui arrive et qui va vraiment contraindre l'épandage de matière organique. Mais en fait, ce qui peut le plus peut le moins. Hein. Si on arrive à gérer des boues, on peut traiter plein d'autres intrants. Les boues, c'est particulièrement complexe comme intrant. Mais on s'intéresse aussi, par exemple, aux drèches de parfumerie, notamment avec Prodarom dans le sud. Et puis tout ça, ça permet d'alimenter un peu nos réflexions, hein, cette R&D, ces études, pour potentiellement un futur appel à projet GRDF, voilà, pour aller plus loin et essayer de transformer l'essai. Je vous laisse avec Sébastien côté CEA pour vous montrer plus concrètement ce qui a été fait derrière Gaziver 2. Merci Étienne pour le partage de toutes ces infos. Alors je vais me mettre debout parce que sinon je vais avoir un torticolis à la fin de l'heure. Du coup, le CEA est depuis une dizaine d'années acteur R&D en soutien de la filière française de gazification hydrothermale. Hein, c'est pas nouveau, le sujet n'est pas nouveau pour nous. Alors après, on est en train de monter en compétences et avoir l'acquisition de nouveaux équipements. Ce que vous voyez en photo sur la droite, c'est un réacteur pilote qu'on a dans notre laboratoire. Hein. C'est un pilote de gazification hydrothermale qui fonctionne. Alors, on est dans des petits débits encore, hein. On est dans du 10 kHz à 650 degrés, 300 bars. Mais ces petits débits permettent quand même d'être toujours dans l'innovation et puis de se rendre compte des différents problèmes que l'on peut rencontrer pendant la R&D. Alors moi, je suis chef de projet Gaziver 2 hein, et du coup, je travaille en collaboration avec GRDF et Étienne ici présent. Donc le sommaire de ma présentation, je vais juste vous positionner cette activité au sein du labo, hein, parce que le CEA, c'est un grand centre de recherche en France et c'est 20 000 personnes. Donc c'est juste pour vous situer où je me situe, où notre laboratoire se situe. Je ne sais pas si ça marche. Ensuite, je vais vous décrire le projet Gaziver. Et dans ce projet, il y a quand même des verrous technologiques, hein, il ne faut pas se le cacher. Donc nous, le rôle du CEA, c'est d'essayer d'innover et de proposer des solutions aux industriels. C'est vraiment le rôle du CEA. Je vous montrerai une caractérisation de bouts de steppe. Voilà, on a fait pas mal de caracs sur des bouts de steppe. Au CEA, on l'a fait aussi sur beaucoup d'intrants depuis plusieurs années. Après, je vous présenterai ce qui est les études et les réalisations qui sont en cours. Donc, on a reçu depuis peu des nouveaux équipements, notamment un dispositif d'injection de boue. Et puis, dans peu de temps, on va recevoir un système de séparation de sels inorganiques. Et puis, on est en train de monter un nouveau banc aussi, un nouveau banc pour faire des études de cinétique en mode continu. Hein, faire des études, parce qu'on travaille souvent en mode batch auparavant, alors que là, on passe plutôt en études cinétiques continues. Et l'objectif, c'est d'étudier des molécules, je dirais, cibles pour améliorer notre modélisation et aider les futurs procédés. Et puis une première pour nous, hein, alors je ne sais pas si d'autres dans la GH ont fait, mais on a fait des premiers essais de gazification de bouts de steppe l'année dernière, enfin cette fin d'année, utilisé comme intrant. Donc je vous montrerai quelques résultats. Donc la première partie, ça va être la position de cette activité au sein du CEA. Donc vous voyez hein, la carte d'implantation du CEA, on est à peu près sur tout le territoire. C'est une dizaine de centres en France. Le CEA, c'est 20 000 personnes, 5 000 personnes qui travaillent à la direction des applications militaires et 15 000 personnes qui travaillent dans le civil. Et nous, notre laboratoire, il se situe, c'est le numéro 3, c'est le CEA de Grenoble, voilà, au pied des montagnes. Au CEA de Grenoble, il y a plusieurs instituts. Hein. Il y a la microélectronique qui est connue au CEA de Grenoble, qui est le LETI notamment. Et puis vous retrouvez le LITEN. Le LITEN, c'est 1000 salariés. C'est beaucoup de doctorants aussi. Hein. On a pas mal de thésards et de postdocs au sein du CEA. Voilà, plusieurs plateformes, plus de 200 partenaires industriels. GRDF, c'est un de nos gros partenaires industriels. Aussi beaucoup de projets institutionnels. Hein. On monte aussi des projets européens, des ANR, avec plusieurs partenaires. C'est plus de 200 publications par an et puis un gros portefeuille de brevets. On a 4 départements au sein du LITEN. Plutôt des personnes qui se situent sur Chambéry-Cadarache, qui travaillent sur le photovoltaïque.
des personnes qui travaillent plutôt sur la batterie pour l'électromobilité, plutôt des personnes qui vont faire du développement de matériaux. Et mon laboratoire se trouve au DTCH. Alors les acronymes, hein, au CE, on adore ça, donc vous n'êtes pas obligé de retenir les acronymes. Mais on fait de l'ingénierie thermique, du stockage thermique, de l'hydrogène, et on travaille sur tout ce qui est bioressources. Voilà, ça représente à peu près 250 personnes. Voilà, alors au CEA, notre rôle hein, du CEA, c'est d'accompagner les industriels et de développer des innovations à leur service. Donc on essaye de concentrer notre expertise de pointe et des moyens expérimentaux qu'on peut avoir dans nos labos, en essayant d'être représentatif de la production industrielle. On peut aller jusqu'à des lignes de pilote. Hein. En photovoltaïque, par exemple, il y a des grandes lignes de pilote qui ont été faites à Chambéry. Puis après, il y a un transfert techno qui va être fait, chez les industriels. Pardon. Voilà. Et au niveau TRL, on va se situer, alors on appelle ça des fois la vallée de la mort. C'est plutôt des preuves de concept, développement de technologie. Et le but, bien sûr, de ces démonstrateurs, c'est de trouver après un industriel pour que l'industriel puisse monter le futur équipement pour après pouvoir l'industrialiser. Et les enjeux de transition énergétique et de souveraineté, parce que le gaz, ça devient un enjeu aussi de souveraineté. Hein. Je dirais que voilà, tout le monde est au courant de la situation internationale. Donc c'est au cœur de la stratégie nationale française et au cœur de la stratégie du CEA. Donc alors, la gasification hydrothermale, je ne vais pas revenir dessus. Étienne en a très bien parlé tout à l'heure. Hein. Le but, c'est de traiter et valoriser des déchets en conditions super critiques. Alors, notre laboratoire existe quand même depuis longtemps. Hein. On travaille sur ce sujet depuis 2011, mais initialement surtout avec des réacteurs type batch. Donc un réacteur de type batch, c'est on met un intrant liquide dans un réacteur, on ferme. On monte en température, on monte en pression, puis on va analyser ce qui sort en gaz en sortie. On va laisser la réaction se faire 30 minutes, 1 heure, enfin, tout dépend du temps de séjour qu'on le remette, et puis on va analyser ça. Après, ça donne des très bonnes informations. Par contre, on n'est pas du tout en mode continu. Et je dirais que c'est quand même assez simple à réaliser. Mais c'est important d'en faire quand on veut analyser, par exemple, l'intérêt d'un intrant quand même. Donc depuis 2011, on a dans notre... au laboratoire, plusieurs systèmes comme ça. Et puis depuis 2016, on a un pilote, vous avez vu la photo sur ma première slide, un pilote qui permet de gazéifier des ressources en mode continu jusqu'à 10 kHz à 300 bars à 600 degrés. Voilà. Et là, c'est vrai que c'est super un pilote comme ça. En 2016, on a mis quelques années à travailler dessus et on a rencontré bien évidemment quelques problématiques, colmatage, par exemple sur des bouts. Température, vous allez vite boucher des tuyaux, on va rencontrer des problèmes. Mais on sert à ça, en fait, pour un peu débroussailler les problèmes pour les industriels. Donc là, je vais vous présenter un petit peu plus le projet Gazivert qu'on a en collaboration avec GRDF. Donc voilà, c'est un projet issu d'une collaboration avec GRDF qui dure jusqu'à fin 2024, sur une durée de 3 ans. Et donc l'objectif, c'est on a pris le pari, au lieu de développer un système complet, c'était de développer différentes briques techno que l'on peut coupler après ensuite ensemble. Donc là, on entend souvent parler les bouts de step, la pompabilité, c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué et d'un point de vue commercial, nous on a testé des pompes, tout ça, et ça ne fonctionne pas comme on aimerait que ça fonctionne. Hein. On a souvent des problèmes sur les membranes, on va percer des membranes, enfin c'est assez complexe. Et du coup, ça c'est un verrou qui nous paraissait important. Ensuite, il y a la séparation des sels, Étienne en a parlé. Et puis, il y a aussi, améliorer ses connaissances sur la gasification hydrothermale à différentes températures, différentes pressions. Donc vraiment l'objectif, c'est de développer différentes briques de base qu'on pourra ensuite coupler entre elles, ou pourquoi pas après prendre ces briques et puis les utiliser dans un autre procédé. Alors le programme de travail sur ce projet, c'est ça, c'est l'injection de la ressource à 300 bars. Nous, on est toujours resté à peu près sur 10 kHz sur ce prototype. La séparation des sels, hein. Comme je vous disais, on s'est rendu compte qu'on avait des problèmes. Si on laissait les sels inorganiques dans les intrants, on avait vraiment des problèmes de bouchage et de colmatage. Et du coup, il fallait arrêter le réacteur, il fallait démonter, il fallait nettoyer, enfin beaucoup de maintenance.
Donc il faut vraiment, notamment sur des bouts, hein, vous verrez qu'il y a une grosse partie de sel inorganique. Je vais vous présenter un petit peu après ces résultats. Voilà. Et puis nous, ce qui nous paraît, en tant que centre de recherche, ce qui nous paraît important, c'est aussi d'identifier les cinétiques de gazification pour dimensionner plus tard, au plus juste, les futures je dirais, chaînes de conversion. Et puis on a tout un labo, hein, j'en parlerai pas aujourd'hui, mais Étienne a présenté un peu la partie Tech Eco, mais c'est un laboratoire issu du CEA qui travaille sur toute cette modélisation, évaluation Tech Eco. Donc on a un très bon laboratoire, je dirais, qui est bien expert dans ce domaine et qui aide souvent je dirais les développeurs de solutions, qui les accompagnent et voilà, qui peut-être donner des pré-chiffres à des industriels pour l'objectif, c'est d'aller plus loin. Et donc dans Gaziver 2, on n'en a pas parlé là. J'espère que l'année prochaine, je reviendrai et on vous montrera les résultats de Gaziver 2, mais voilà, ça continue toujours dans ce cas-là. Alors, on a fait juste une slide de caractérisation des bouts de steppe. Hein, voilà, alors une bout de steppe, là, comme vous voyez, c'est 77% d'eau, 23% de matière. Dans ces 23% de matière, en gros, vous avez 33% de sel et 60% de carbone. Voilà. Donc ça, bon, voilà, parce que tout le monde parle de bout de steppe. Je ne sais pas si on avait déjà vu ce type de résultat. Et puis on a fait ça sur deux échantillons. Donc le sample Gaziver 1, c'était la bout de steppe d'Aquapool à Grenoble, sur la première étude avec GRDF. Et Gaziver 2, bah, c'est une boue qui vient d'une autre steppe, de Neuville, au sud de Lyon. Donc on peut faire pas mal d'essais. On a récupéré 500 kg de boue au CEA. Voilà, on a ça dans des congélateurs en attendant de faire des essais. Donc on a matière à s'occuper. Et vous voyez déjà, entre une steppe, il peut y avoir des écarts. Voilà, il peut y avoir des écarts en fonction de si la steppe se situe proche, je ne sais pas, d'une industrie, si elle est en milieu agricole. Enfin voilà, vous pouvez voir ce type d'écart. Donc on va retrouver, en gros, voilà, vous avez le taux de carbone, le taux d'hydrogène, le soufre, l'azote, l'oxygène. Voilà, ça c'est par rapport au taux de matière sèche. Voilà pour un peu vous dire ce qu'est une boue de station d'épuration. Alors là, on ne voit pas, mais moi, la première chose qui m'a étonné, c'est que les boues, ça fait de la pâte, quoi. C'est pas, quand on parle de boue, qu'on injecte ça, on se dit, oh, ça va être facile, c'est du liquide, tout ça. En fait, c'est plus du Nutella, enfin, c'est plus comme ça, quoi. C'est ça, hein, des boues de steppe. Donc là, je vais vous présenter plutôt les équipements et innovations. Donc nous, voilà, l'injection de boue à haute pression, hein, 300 bars. Voilà, c'est des boues, elles sont abrasives, c'est pâteux. Voilà, donc il faut une pompe suffisamment puissante et robuste. Et du coup, le CEA a déposé un brevet en 2020 sur un dispositif d'injection sous haute pression. Voilà, alors le but, c'est plutôt de prendre la matière organique avec une pompe péristaltique. On va plutôt où la boue est pas en contact en fait de pièces mécaniques, de pièces de membrane. On va mettre la matière organique dans un réservoir, donc on va pouvoir travailler à des basses pressions, 6-8 bars, pompe péristaltique. On met ça dans un réservoir et ensuite on va mettre un piston et on va venir après injecter de l'eau à 300 bars qui va venir pousser le piston et la boue dans le réacteur. Et ensuite, on a un système à 2 réservoirs pour fonctionner. Un coup, on travaille sur un réservoir, on injecte, on remplit l'autre, on injecte, et on va avoir un mode continu. Donc là, voilà, on a déposé ce brevet-là. Et alors, il est déposé, mais vous allez voir la slide d'après, que cet équipement, on va du brevet à l'idée, à la conception et aux essais. Alors après, là, pour l'instant, je ne peux pas vous dire si ça va marcher, si ça va être bien. Ça va être l'étude en 2024 qui va le dire. Mais par contre, on est passé d'une conception, voilà, on l'a reçu fin d'année, et là, voilà, on démarre les premiers essais pour ce système de pompe. Ensuite, comme on a séparé ces preuves de concept, on peut travailler aussi sur la séparation de sel. Alors ça, c'est pas par hasard, c'est que on veut limiter. On a vu que sur notre pilote, si on avait des ressources avec des inorganiques, on bouchait, on colmatait, c'était compliqué. Donc on a voulu récupérer les sels.
Alors là, on va plutôt travailler on va être super critique, mais plutôt à plus basse température, c'est-à-dire à 450 degrés. Et puis dans un petit réservoir en mode continu, là, on a mis un réacteur avec une structure interne poreuse. Et en fait, on augmente la surface spécifique à l'intérieur du réacteur. Et en fait, à cette température-là, les sels inorganiques ils viennent se déposer sur cette surface, comme vous voyez sur la photo de droite. Et tous les sels inorganiques, ils viennent ici. Et du coup, ça nous a permis on a déposé un brevet sur un procédé qu'on est en train de réaliser. Et du coup, l'objectif, c'est de déposer ces sels et après de venir tourner, balayer, nettoyer et récupérer les sels. Et, voilà, et de séparer les sels inorganiques avant d'enlever ces sels avant d'injecter dans le réacteur de gazéification. Voilà, alors ce séparateur-là, hein, ça c'est des vraies mesures, hein, c'est des vrais. Voilà, il permet d'enlever 90% en masse hein, de sel de la boue de steppe. Donc c'est pas rien quoi. Hein, vous voyez, dans les sels inorganiques dans la boue, on a énormément d'éléments. Vous voyez de l'aluminium, du chrome, du cuivre, du fer, du nickel, du plomb. Enfin, on retrouve dans les boues de steppe beaucoup de. Et vous voyez que ça c'est le pourcentage de ce qu'on a enlevé avec la séparation de sel. Le silicium, on a du mal à l'enlever. Il reste toujours un peu de sable. Alors ça pourrait être un problème peut-être dans le procédé parce que ça, à l'intérieur des tuyauteries, c'est jamais très bon. Mais par contre, voilà, on enlève pas mal de choses et ça, c'est quand même un résultat super intéressant avec ce procédé. Ensuite, voilà, le phosphore, il a bien été enlevé. Hein, donc, il a bien été récupéré dans ces sels. Voilà, donc après, l'idée, c'est aussi de toute cette récupération parce qu'on parle beaucoup de ces sels, on les sépare, on va les récupérer. Voilà, là, on sait ce que c'est. Maintenant, il va falloir travailler sur comment ils sont agglomérés quand même entre eux, comment on va pouvoir les séparer et puis valoriser certaines filières pour peut-être récupérer des métaux ou peut-être récupérer des engrais, par exemple. Donc voilà, là, il y a différents résultats, différents paramètres. Hein, mais moi, j'ai surligné surtout le phosphore, mais bon, il y a du titane, il y a peut-être des métaux qui peuvent être intéressants pour d'autres industries. Juste ça, parce qu'on s'est dit, mais est-ce qu'on n'enlève pas trop de carbone non plus? Est-ce qu'on sépare des sels? Est-ce qu'il y a du carbone? Tout ça. Au final, voilà, la teneur en carbone qu'on a enlevée, et en plus, on ne sait même pas si c'est le carbone qui est vraiment lié à de l'organique, mais si c'est une molécule qui est liée à l'inorganique ou pas, enfin, on ne sait pas trop. Mais on n'en enlève pas tant que ça. Donc ça, c'est quand même un résultat super intéressant. C'est qu'il y a séparation des sels, mais du coup, derrière, on a quand même pratiquement tout le carbone qui est réinjecté pour la gazéification. Donc là, on est en cours de fabrication. On travaille, alors je suis content, c'est le directeur de Top Industries qui est ici. Je vous remercie d'être ici. Et on travaille en collaboration avec Top Industries pour le développement du séparateur de sel. Voilà. Donc cet équipement va être livré par Top cet été, en 2024. Et du coup, alors c'est issu de notre réflexion sur le réacteur. Hein. On a un élément poreux. Voilà, Top Industries a une grosse compétence sur faire des agitateurs, motorisation ou je veux dire électromagnétique. Donc on n'est pas en contact à l'intérieur du réacteur, donc ça c'est super intéressant. Et puis on est en phase d'étude, de conception. Donc la phase d'étude est terminée là, et du coup ils sont en train de lancer les appros de tout le banc. Donc on va avoir un banc. Alors le but c'est on a 2 réacteurs pour fonctionner pareil en mode continu. C'est-à-dire on va séparer les sels. Une fois qu'on va être un peu en mode on veut récupérer les sels d'un réacteur, on va passer sur le deuxième réacteur. En plus, le gros avantage, c'est qu'on a designé deux réacteurs avec un design un peu différent. On est en phase d'étude hein, d'innovation, donc on va pouvoir comparer le fonctionnement des 2 réacteurs. Et le gros avantage de ces réacteurs-là, la demande qu'on avait faite, c'est qu'ils sont aussi démontables et que même à l'intérieur du réacteur, on va pouvoir amener différents designs, différentes solutions qu'on pourra tester en fait. Voilà, donc on pourrait être au service d'un industriel qui souhaite amener un intrant. Si on veut tester une solution, on pourra vous accompagner par rapport à ça. Voilà, donc celui-ci, ce séparateur de sel, c'est un équipement qui arrive chez nous cet été 2024. Ensuite, alors là, on est plus. Tout à l'heure, on était le séparateur de sel, on est à 10 kHz. Là, on fait un montage. Le CEA est capable de faire aussi son propre développement. Et là on fait un petit banc 600 degrés, 300 bars,
1 à 3 kWh, parce qu'on trouvait que ça manquait un petit peu. Même en France, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'équipements de ce type. Il y a beaucoup de batch, d'équipements batch. Mais pour avoir des cinétiques, pour connaître voilà, les durées, enfin, pour vraiment être en mode continu, eh ben, on a fait un petit équipement. Et le but de cet équipement, voilà, on va alimenter nous nos modèles numériques, nos simulations, avec des composés modèles. Là, le but, c'est pas de mettre des bouts, hein. C'est de mettre un sucre, c'est de mettre mais des éléments peut-être qu'on va retrouver dans les bouts. Mais en fait, ça va améliorer nos modèles, nos simulations, et voilà, et on va pouvoir monter en compétences et en données aussi numériques hein, sur ce projet. Alors, bon, c'était juste une photo, mais il est en cours de montage. Hein. On a déjà mis on peut mettre la ressource pour l'instant, c'est tout. On peut faire que ça. C'est un réacteur un composant qu'on achète chez Top Industries, hein, qui sait bien faire ça. Et puis après, on a fait l'intégration. Là, on a acheté des composants à droite à gauche et on fait l'intégration. Et puis on fait faire le contrôle commande par un sous-traitant. Et puis là, j'en parle pas parce que c'est encore un peu trop tôt et peut-être brevetable, je ne sais pas, mais on est en train de réfléchir à un nouveau design de réacteur. Vous avez vu, l'avantage, c'est que notre ligne pilote, on a un réacteur tubulaire type gazo, mais l'avantage, c'est qu'on peut démonter un réacteur et puis en mettre un autre à la place. Il faut juste qu'il respecte le volume que l'on a. Et du coup, on a réfléchi à un autre design. On est en train de, voilà, dans le projet études cinétiques, on est en train de réfléchir à ça. Et on devrait l'avoir, pareil, peut-être septembre 2024, le nouveau réacteur, pour faire aussi des essais avec un nouveau design. Donc je dirais, on est agile, adaptable, et du coup, c'est ça l'intérêt de travailler avec un centre de recherche. Slide suivante. Et voilà, alors voici rapidement les premiers essais de gazification que je vais vous montrer. Hein. Donc ça a été fait sur notre réacteur pilote. Alors en fait, quand on a fait des essais, quand on a dessalé les bouts, eh ben on a récupéré la ressource en sortie, et du coup, on a réinjecté les bouts dessalés, c'est-à-dire sans sel inorganique. Parce que ça, on n'y arrivait pas. Si on injectait les bouts avec les sels, ça marchait en 30 minutes, pof, c'était bouché, ça ne marchait pas. Et voilà. Et donc là, on a fait en conditions opératoires. Hein. Alors bien sûr, là, on démarre, on était à 1 litre heure, l'essai a duré 3 heures, pas de problème, ça s'est bien passé. Gazéifier des bouts. Alors les bouts, elles restent quand même très diluées, hein, parce qu'on ne sait pas faire en fait pour l'instant. Donc voilà. Et bien sûr, si on veut monter en gaz généré, il va falloir, comme disait tout à l'heure Étienne, plus on met de matière dans la ressource, plus il y a taux de carbone, plus on fera de gaz. Donc c'est là-dessus qu'on doit travailler. Voilà, et le taux de carbone, alors ça c'est un résultat expérimental, hein, le taux de carbone retrouvé en sortie de gaz, c'était environ 73%. Donc on est proche de les chiffres que l'on voit. Voilà, c'est un premier essai, donc je pense que ça peut être largement amélioré, mais c'est un premier essai intéressant et c'est vraiment très encourageant pour la suite. Voilà, alors là ce qu'on a généré c'est beaucoup d'hydrogène, mais c'est normal, on était très dilué. Et ça, c'est des résultats cohérents, nous, avec nos calculs thermodynamiques. C'est-à-dire, plus on va mettre après de matière organique, plus on va avoir de méthane. Mais bon, ce qui est logique, hein, mais voilà, mais ça c'est conforme. Et pendant 3 heures, et ben voilà, on continue. On a gazéifié des bouts et on a pu générer de l'hydrogène. Donc, bien sûr, pour augmenter la quantité de CH4, il faudra augmenter le taux de matière sèche et moins diluer la boue. C'est un peu les challenges qui nous restent à faire en 2024. Alors, les perspectives après, c'est qu'on a notre réacteur pilote qui fonctionne. On a notre système d'injection qui vient d'arriver. On a le séparateur de sel qui va arriver. Et après, l'objectif, ça sera de travailler séparément, mais après de pouvoir coupler les 3 équipements ensemble. Et puis si on a un problème sur un, ça ne nous empêchera pas de continuer, de développer l'un ou l'autre. Enfin voilà. Donc c'est un peu ça notre philosophie. Voilà. Puis on peut passer à la slide suivante. Alors ça, c'est la slide, mais Étienne on avait la même slide, donc on est raccord. On est déjà raccord avec GRDF, donc c'est déjà bien. Et voilà, donc 2024, c'est de finaliser nos études et notre prototype. Et puis après, pourquoi pas 2025-2026, hein, c'est d'aller à un démonstrateur avec plus de débit. Mais l'avantage d'aller là, c'est qu'on aura quand même beaucoup de données et on se sera peut-être un peu cassé les dents sur un petit pré-démonstrateur et du coup, ça va nous aider à designer celui-ci. Et puis bon, après l'objectif après 2026, hein, c'est aussi avec GRDF et puis peut-être trouver des futurs intégrateurs, des futurs équipementiers pour amener un futur équipement. Voilà, je crois que... Ah si, j'ai un petit dernière slide. Sinon, Armel, elle va me crier dessus. C'est qu'il y a les Litton Days
Il y a l'Eton Days le 13 et 14 mars à Grenoble. Donc voilà, allez voir sur le site si vous êtes intéressé. Voilà, prenez contact et puis voilà. Et puis je vous remercie. Merci pour votre écoute. Bah, merci beaucoup Sébastien, merci Anthony, et puis à vos questions. Oui, bonjour, Robert Mouque, GRT Gaz. Les températures que vous avez affichées, c'était les températures à l'intérieur de chaque équipement ou parce que dans le séparateur de sel, je crois que c'était 450 degrés, ce qui est plutôt élevé. Pourquoi vous avez, si c'est ça, pourquoi vous avez choisi d'aller relativement haut? Vous avez déjà un début de gazification dans ce cas-là? Oui, alors la température là, c'est pas la température opératoire. Peut-être qu'on était un petit peu plus bas. Enfin, on est peut-être à 380 degrés. Enfin voilà. Là, c'est plutôt des conditions qu'on donne souvent au cahier des charges, au dimensionnement. Par contre, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que dans le dimensionnement, en fonction de la quantité enfin, il faut faire vraiment attention à ça dans le design. C'est la quantité, le débit. C'est pas si facile que ça d'avoir 450 degrés. Voilà, ça c'est avec l'étude qu'on a fait avec Top Industries d'ailleurs. Et du coup, on réchauffe même un petit peu en amont du réacteur pour être sûr d'atteindre les 450 degrés. Alors après, ça dépend de la puissance de chauffe qu'on va mettre autour du réacteur. Mais si on veut pas trop chauffer, enfin voilà. Donc, mais voilà, mais c'est pas tout à fait 450 degrés. Mais si des autres questions? Je sais pas si on fait le tour. Bon, tu veux qu'on se relaie Pour obtenir cette température-là, ça veut dire quoi? Il faut une source extérieure d'énergie ou ça sera autonome? Alors là, c'est une source. Là, sur un pilote comme ça, c'est une source électrique. Après, alors, ça sera certainement une source électrique aussi. Sauf qu'on réfléchit, on regarde si on peut faire l'autoconsommation, amener, par exemple, si on produit trop d'hydrogène, on pourrait réinjecter. Alors, on regarde ça. Les calculs, pour l'instant, montrent que c'est peut-être pas ce qui est. Il vaut mieux peut-être utiliser le gaz qui est assez cher, et puis peut-être mieux chauffer avec de l'électricité, par exemple, moins cher. Enfin voilà. Donc. Photovoltaïque. Ouais, je sais pas sur quelle source, mais non, mais voilà quoi. C'est pas. Alors par contre, ce que disait Étienne, et ce qui est super important, et ce que tout le monde, on est tous un peu d'accord avec ça, c'est qu'il faut. Nous, on n'a pas trop parlé d'intégration, récupération de chaleur, mais si vous êtes à 600 degrés en sortie, il faut récupérer la chaleur en sortie pour la remettre en entrée, pour préchauffer votre intrant en fait. Voilà. Mais bon, ça c'est l'intégration thermique, et du coup voilà. Et Sébastien, ouais, dans l'étude de faisabilité de Cannes, par exemple, nous on est. Comme il faut mettre le biométhane, enfin on part sur le principe qu'on va injecter le biométhane dans le réseau de GRDF ou de GRT Gaz, donc il y a une mise de spécification, et donc à ce moment-là, on va devoir purifier du coup le biométhane, on va produire des off-gaz, et ce sont ces off-gaz qui vont être brûlés et alimenter le procédé. D'accord. Ouais. En partie. Et en résidu, donc vous avez des sels minéraux, de l'hydrogène, enfin, du CH4, et à la fin, il y a des digesteurs, enfin, il y a quelque chose qu'il faut épandre, ou qu'est-ce qu'il faut en faire? Non, à la fin, après, on a récupéré toute la matière dans les sels inorganiques, quoi. Donc après, est-ce qu'on va pouvoir épandre ou pas? Ça, je ne sais pas encore. Il va falloir séparer les métaux lourds des autres, potassium, azote, des choses comme ça, mais qu'on pourrait épandre. Ouais. Ça serait un peu l'idée. Hein. D'ailleurs, si dans la salle, il y a des personnes qui savent récupérer ces blocs et puis qui ont des procédés, qui connaissent des procédés pour qu'on récupère les sels. On est à l'écoute avec Étienne. Enfin, on réfléchit à ça. Donc, mais c'est justement tout l'intérêt de ce procédé. Hein, c'est que, comme je disais en région PACA, ça permet d'éliminer la matière. En méthanisation, on valorise, mais on n'élimine pas. Il y a toujours un digestat à épandre. Là, il n'y a plus que les minéraux, un tout petit peu de carbone. Donc du coup, oui, on s'interroge encore sur la valorisation de ce sous-produit solide, mais en volume, il n'y a plus rien, quoi. Parce que les stations d'épuration, le problème souvent, c'est les métaux lourds, quoi. Mais on n'en génère pas plus. Ils étaient déjà là avant, donc on va les concentrer. Quoi. Mais on peut les identifier. Quoi. Ouais. Et du coup, idéalement, ils se retrouvent dans les sels. Et après, il y a la qualité de l'eau en sortie qui reste aussi quelque chose à évaluer plus précisément. Mais ça viendra, bien sûr, avec le développement de la brique. Bonjour. Ces sels minéraux en question, est-ce qu'ils sont humides encore? Est-ce qu'il y a de l'humidité dedans? Ou est-ce qu'ils sont parfaitement secs?
Il y a peut-être encore un peu d'humidité, mais après, très peu, quoi. Ouais, résiduel, mais après, ça sèche très vite, quoi. Enfin, il n'y a pas de... Et puis ils sont rincés à l'eau, enfin c'est ça, la manière de Oui, les alors, évacuer. alors les sels, pour les évacuer, en fait, ces sels, ils sont solides à haute température, mais dès que vous redescendez en température plus bas, vous les rediluez dans l'eau, en fait, pour après rincer comme ça, en fait. Ces sels, après, voilà, ils vont se dissoudre dans l'eau, mais à basse température. À haute température, ils sont solides. Cette eau, entre guillemets, c'est une eau de rinçage, quoi. Cette eau de rinçage avec tous ces sels, elle est récupérée, elle est identifiée, elle est... Oui, après on peut la récupérer après. Oui, on va rincer, mais on va y récupérer les sels, on va dissoudre les sels et après on va récupérer, on va séparer solide liquide en fait dans un procédé de séparation solide liquide en fait, assez classique quoi. Merci. Oui, moi j'avais une question. Là, vous avez présenté donc les essais, mais sur des boues biologiques sorties de station. Vous n'avez pas parlé, enfin vous avez exclu pour l'instant des boues digérées ou des mélanges de boues primaires et de boues biologiques. Est-ce que dans les programmes que vous avez prévu de réaliser là, en 2024-2025, vous envisagez d'étendre à différentes matrices de boues, voilà, pour voir les résultats sur les bilans masse et bilans énergétiques? Dans le projet, ça ferait beaucoup d'essais, on n'en est pas encore là dans le projet. Après, on a pris des boues brutes parce que c'est celles qui contenaient le plus de matière organique en fait, et il n'y avait pas eu d'évolution, de perte d'énergie. En fait, l'objectif c'était de maximiser les quantités de gaz en sortie. Après, si on sait faire avec ça, on saura faire avec tout type de boue, mais on sera peut-être moins, il y aura peut-être moins d'énergie en sortie. En sortie, il y a aussi beaucoup d'éthane en fait, qui a un apport calorifique qui n'est pas négligeable. En fait, on s'est rendu compte aussi de ça. Parce que là, on parle souvent de méthane, et du coup, c'est la question avec GRDF. En fait, on a le droit à un certain pourcentage d'éthane dans le réseau. Enfin, Ouais, il n'y a même pas de contrainte tant qu'on respecte la gamme de PCS, mais comme l'éthane est plus énergétique en volume que le méthane, c'est compatible avec l'injection. Ouais, tout à fait. Mais alors les boues, des fois, on nous dit, mais en fait, j'ai envie de dire, sur le procédé, quand on saura faire des boues correctement, on saura faire, je dirais, presque tous les effluents liquides. Parce que c'est quand même un effluent très compliqué, mais on voit bien qu'il y a aussi une grosse demande des collectivités. Donc on a pris ce pari-là. Après, voilà. Après, sur le gazéifeur, là, on a déjà gazéifié de la vinasse, ça se passe très bien, on sait faire, enfin voilà. Il y a des effluents liquides qui sont plus facilement pompables et utilisables, hein, mais on sait gazéifier de la vinasse. Voilà. Alors, j'en ai pas parlé, mais aussi alors, je te laisserai. Alors, il y a la partie Treatec travaille sur plutôt catalyseur. Nous aussi, on a des thèses. Pour l'instant, on ne s'est pas mis dessus, mais ça ne veut pas dire que le CEA ne regarde pas ça. Et on a une thèse notamment sur quel catalyseur choisir. L'avantage du catalyseur, c'est de baisser la température et du coup d'avoir des matériaux un peu moins nobles et un peu moins coûteux en fait. Donc, mais c'est pas facile de trouver. Il faut que les catalyseurs aussi aient une certaine durabilité. Enfin voilà. Donc il y a un coût aussi associé. Donc, mais on travaille aussi. Le CA travaille dessus, puis GRDF aussi. Enfin, Étienne, il fait partie aussi de la thèse d'ailleurs. Enfin, il suit la thèse de Robin, donc on travaille aussi sur ça. Je voulais faire un petit complément. Du coup, sur Cannes, justement, on a dimensionné un décanteur lamellaire justement pour extraire les boues biologiques. On apporte effectivement des graisses extérieures et on a un scénario où on va aussi y ajouter des biodéchets. Parce qu'en fait, en méthanisation, on ne peut pas rajouter des biodéchets. Par contre, en gasification hydrothermale, aujourd'hui, il semblerait que oui, on pourrait mélanger des boues et des biodéchets. Et là, du coup, on répond à une double problématique des collectivités en ce moment, quoi. Merci. Au niveau du process, là, on sait que la méthanisation, on est obligé d'être à 200 mètres d'habitation par rapport aux émanations d'odeur, etc. Est-ce que ça va être la même problématique ou est-ce que c'est neutre? Il y aura la problématique de l'H2S, certainement. Parce que là, il y a des traces d'H2S, hein, surtout sur des boues d'ailleurs. Hein. Il y a pas mal d'H2S sur des boues. Là, je n'ai pas montré les pourcentages, mais il y en a. Voilà, donc il faudra traiter ce problème-là en sortie de. Voilà, mais l'objectif, c'est d'être proche, comme tu disais tout à l'heure, s'il faut aller pendre ou incinérer des boues à 300 km, l'objectif, ça serait plutôt d'être proche d'une station d'épuration. Enfin, que le procédé soit à la sortie, quoi. Mais les stations d'épuration souvent sont proches des maisons, c'est pour ça que je parle de ça.
Après, là, moi, c'est vrai qu'au CEA, alors je sais pas, peut-être que toi, tu as regardé le côté un petit peu réglementation, mais Non, mais après, il y a le traitement du gaz qui se fait pour avoir une qualité injectable. Et puis, on peut imaginer s'il y a des espèces, enfin des filtres charbon, des choses comme ça, hein, sur la partie CO2 qui pourraient être inventées. Mais c'est des technologies qui, finalement, tout ce qui est traitement gaz, on connaît. Enfin, il y a déjà plein de choses qui existent. Donc, c'est moins le cœur là du projet. Non, mais j'ai bien compris, mais Ouais. c'est dans le cadre d'une vulgarisation, je dirais, c'est des problèmes qui vont Tout à fait. se poser rapidement. Parce que Mhm. je sais que moi, sur les 6 stations d'épuration que je traite, elles sont toutes à moins de 200 mètres d'habitation, quoi. Oui, bah, c'est des choses qui sont regardées aussi. Robert est là, hein, enfin, au sein du GT, toutes les questions d'ICPE, etc., et de bonne caractérisation, mais ça va avec le développement et la meilleure connaissance de toute la chaîne. Et il faut des résultats expérimentaux aussi pour pouvoir bien qualifier, pour pas trop contraindre ces équipements-là, mais aussi les contraindre au juste niveau, effectivement. Vous avez dit que vous étiez en phase diluée pendant les essais. À quelle cécité vous travaillez? ce 2-3% là. Et l'objectif, ce serait d'aller. Ce qui serait bien, c'est d'aller au-dessus de 15% en fait. Voilà. La courbe le montre. Hein, en dessous de 15%, on risque de ne pas être rentable économiquement. Enfin, c'est compliqué, hein, sauf si on aura à gérer un déchet. Mais ce qui serait bien, c'est d'aller au-dessus de 15%. Entre 15 et 20%, ça serait intéressant, ça serait bien. Ouais, je voulais juste apporter un complément de réponse à monsieur par rapport à l'impact voisinage, etc. Bon, le premier impact qu'on a, c'est on a une installation haute pression, mais normalement, elle est obligée de répondre à la directive européenne des appareils sous pression. Normalement, il n'y a pas de problème. Deuxième contrainte potentielle, voilà, c'est l'odeur. L'odeur, ça traite en premier lieu, disons, la problématique du stockage de l'intrant, mais ça, on peut maîtriser. Et après, l'H2S, normalement, il ne devrait pas sortir du système parce qu'il est capté par une désulfurisation ou une méthanation biologique. Normalement, il ne devrait pas avoir de contact avec l'environnement. Hein. Oui, non, moi, je parle de. En sortie de gaz, il y a de l'H2S. Après, il y a tous les moyens de traitement en charbon actif qui existent déjà, quoi. Enfin, là, nous, on n'a pas travaillé sur cette brique-là parce qu'il n'y a pas de développement à faire sur cette brique-là. Mais... Ouais, mais c'est des contraintes qu'on a, on va dire, en termes de respect des impacts environnementaux, mais on est conscient et tous les industriels là-dessus, ils travaillent dessus pour trouver les bonnes solutions, pour générer. C'est un peu ce qu'on propage aussi par rapport à cette technologie, c'est qu'on minimise l'impact sur l'environnement et normalement, on ne devrait pas avoir ce genre de problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si c'est bon pour vous, on vous remercie chaleureusement et puis on est à disposition en interpersonnel à côté si besoin. Merci à vous. Si besoin, ouais. Allez.